Et d'abord, on va faire réagir Christophe Rouget. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Alors, on est tous effarés, révulsés par ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez été surpris par l'aspect particulièrement sordide de cette attaque ? Malheureusement non, parce que la série est longue. Vous savez, en France, des attentats terroristes. Cette année, nous avons eu déjà une attaque au couteau à Villejuif. Nous avons eu le drame de Conflans-Sainte-Honorine, nos collègues qui avaient été attaqués par une voiture à Colombes. Donc la liste, elle continue depuis Mohamed Merah en 2012. Et j'ai d'abord aujourd'hui une pensée pour tous les professeurs de France, les proches et les victimes de la victime et ses élèves. Et j'ai aussi une pensée pour mes collègues policiers qui ont avec courage neutralisé cet individu et évité qu'il ne fasse d'autres victimes. Mais malheureusement, cette horreur, elle est toujours présente. Pourquoi ? Parce que nous attaquons au mal, nous battons contre le terrorisme, mais nous ne sommes pas attaqués aux racines du mal, à ce qui gangrène notre société, ce salafisme, cet obscurantisme qui règne dans nos quartiers. Alors justement, cet obscurantisme, ce salafisme dont vous parlez qui règne dans nos quartiers, comment est-ce qu'on peut éviter ce genre d'attaque alors que l'individu en question, visiblement, n'était pas connu des services de renseignement ? C'est très difficilement détectable parce que nous sommes face à un terrorisme low cost. L'attaque au couteau, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Et puis aujourd'hui, nous avons un flux de personnes à surveiller qui est considérable. Entre 2016 et 2018, nous avons 2916 personnes, d'après les chiffres de l'Office de l'Observatoire de la délinquance et la réponse pénale, 2916 personnes qui ont été mises en cause pour des affaires liées à du terrorisme, des infractions liées au terrorisme. C'est considérable et malheureusement, nous avons ce risque qui est tous les jours présent. Nos policiers sont mobilisés pleinement, tous les services de renseignement, les policiers sur le terrain, mais cette menace, elle peut passer à l'acte tous les jours. Nous avons renforcé les lois sur le renseignement, nous avons un parquet national antiterroriste et nous éviterons de nombreux attentats, mais nous ne nous attaquons pas à ces racines du mal et c'est là le problème. Nous avons trop de gens qui se nourrissent de ce substrat, le salafisme, l'obscurantisme et qui sont prêts à passer à l'acte d'un moment à l'autre. Christophe Rouget, est-ce que ça veut dire qu'il faut plus de moyens pour les renseignements généraux, notamment pour favoriser les infiltrations d'agents dans le milieu ? Oui, il faut toujours plus de moyens pour lutter contre ces terroristes, mais surtout, je crois qu'il faut lutter maintenant contre cette racine du mal, contre tous ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui flirtent avec la légalité, mais qui nourrissent ces terroristes intellectuellement. Il faut se battre contre des associations qui sont dans les quartiers, qui depuis longtemps, même lors de l'affaire Merah, des gens en parlaient, qui font passer leurs idées auprès des jeunes. Je crois que notre axe de combat, il doit être là. La police, elle fait son métier, elle est mobilisée, mais c'est un combat de société si on veut gagner. Un mot sur l'âge de l'assaillant, 18 ans, ce qui en ferait l'un des auteurs d'attentats les plus jeunes de France. Là aussi, c'est très inquiétant. Oui, c'est inquiétant, mais à la fois, on retrouve beaucoup de jeunes qui ont commis des attentats. La moyenne d'âge, elle est à peu près de 25 ans. Ce sont en général des jeunes qui vivent dans des grandes villes. Ce sont des jeunes qui ont des parents d'origine étrangère. Ce sont des jeunes qui sont parfois connus pour des faits de délinquance classique. Donc, on retrouve un profil qui sont déscolarisés. Donc, on retrouve un profil qu'on arrive à peu près à déterminer maintenant. Mais c'est très compliqué de pouvoir les détecter parce qu'ils sont trop nombreux et que ces actes, ce terrorisme low cost avec un couteau, et on le voit, tous les pays européens sont touchés, il peut intervenir d'une minute à l'autre. Et malheureusement, la France est le pays qui est le plus touché en Europe par les attentats islamistes. On voit bien que l'école aujourd'hui est de plus en plus en première ligne. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement au sein de l'école pour identifier des phénomènes comme ça ? On voit que dans le projet de loi sur les séparatismes, il n'y a rien de particulier sur l'école, si ce n'est les écoles hors contrat, un meilleur contrôle. Mais pour l'école de la République, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour l'école de la République, il faudra une mobilisation générale parce qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque professeur, mais on voit, et vous l'avez dit tout à l'heure sur votre antenne, que malheureusement, cette pression, ces parents qui ont exercé cette pression, ils ont une responsabilité morale dans cet acte.
peut-être judiciaire, nous verrons, mais elle est constante. C'est tous les jours aujourd'hui que des professeurs hésitent à faire un cours de biologie sur les relations sexuelles. C'est tous les jours que les professeurs hésitent à faire un cours d'histoire. C'est tous les jours que les professeurs hésitent à faire un cours concernant la liberté d'expression. Donc malheureusement, vous voyez, il va falloir que tout le monde travaille pour éviter que cette pression s'exerce sur les professeurs et qu'on n'atteigne pas le cœur de la République, la liberté d'expression, la sécurité, l'éducation. On l'a vu dans cette affaire terrible, les réseaux sociaux qui font office d'amplificateurs, qui peuvent, j'imagine, beaucoup parasiter votre travail, mais ce sont aussi une source de renseignements très riche pendant une enquête, une fois qu'elle a démarré, même avant d'ailleurs. Oui, bien entendu. Vous savez, là, une enquête est en cours. Pourquoi? On va rechercher les complicités. On a des personnes qui sont en garde à vue de l'entourage. Il faut savoir maintenant s'il s'agit d'une entreprise individuelle ou s'il y a une association. On va essayer de comprendre son parcours, ses motivations. On travaille sur les réseaux sociaux et on travaille en amont. Le problème, c'est tous ces comptes sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux qui nourrissent ces terroristes, qui leur fournissent des éléments de pensée qui leur permettent ensuite le passage à l'acte. C'est ces informations insidieuses qui créent ce terrorisme-là, qui arme son bras. Est-ce que justement, c'est pas encore plus difficile pour les renseignements aujourd'hui de retrouver ces terroristes? Certains spécialistes disent, en parlant de ces jeunes, qu'ils sont des frustrés du djihad et que finalement, ils se retrouvent juste à regarder des vidéos sur les réseaux sociaux et à passer à l'acte. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui pour vous? Oui, c'est compliqué parce que la menace, elle est multiple. Alors aujourd'hui, c'est une menace endogène avec ces jeunes notamment qui sont sur les réseaux sociaux, qui se radicalisent très rapidement ou qui même basculent en un instant dans des actes de violence. Mais on a aussi une menace qui peut être toujours extérieure, avec des gens qui reviennent des territoires de combat extérieurs. On va avoir une menace aussi considérable avec toutes ces personnes qui ont été condamnées dans les années précédentes pour des faits de terrorisme et qui vont sortir. Pour nous, le problème de cette surveillance, c'est ce flux de personnes, ce flux de candidats à des actes terroristes. Et la police ne pourra pas tout faire, on le voit bien. On intervient rapidement, on l'a vu à l'Opéra, on l'a vu encore hier où on a neutralisé ce terrorisme. Mais malheureusement, il va falloir prendre des mesures de fond pour lutter contre cet obscurantisme. Et pour traiter l'origine du problème, on a bien compris votre message. Merci beaucoup Christophe Rouget d'avoir réagi ce matin sur France Info.